Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur l'ERTM et bienvenue dans ce journal. Nous revenons sur la visite du président de la République par intérim à Ouagadougou, au Burkina Faso. Lors de cette visite, vendredi dernier, Dioncouna Traoré a évoqué son avenir politique et les promotions intervenues au sein de l'armée nationale. Pour lui, ces promotions s'inscrivent dans le cadre de la réconciliation nationale, gage de paix. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux Aruna Diarra et Mamari Kone. Vous savez, le Mali revient de loin. Et grâce à la solidarité de nos frères de la CEDEAO, de l'Union africaine, et grâce à la mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale, nous sommes aujourd'hui en train de nous féliciter de la tenue de l'élection présidentielle qui s'est déroulée de façon historique au Mali. Donc, au Mali aujourd'hui, nous n'en sommes plus à chercher à compliquer les problèmes qui sont déjà suffisamment compliqués. Nous en sommes arrivés à un stade où il y a des pages qu'il faut tourner, à un stade où il faut pardonner, à un stade où il faut regarder résolument vers l'avant, ne pas être toujours là en train de regarder dans le rétroviseur. Et je pense que c'est dans le cadre de la réconciliation du peuple malien avec lui-même que nous avons posé cet acte, qui est un acte somme toute ordinaire. Les gens pensent que le capitaine Sanogo a fait un coup d'État et que ce qui est arrivé, c'est une récompense, c'est une prime à la turpitude de l'armée malienne. Je pense que le capitaine Sanogo, comme ses compagnons, demeure des Maliens, à part entière, avec tous les devoirs d'un Malien et aussi tous les droits. Ce sont des jeunes officiers qui se sont trompés, qui l'ont regretté et qui ont demandé pardon à l'ensemble du peuple malien pour l'acte qu'ils ont posé. Je pense que dans la vie, quand on n'est pas capable de pardonner, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller vers la paix. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dont le Mali a le plus besoin, c'est de paix civile, de paix politique. Et je pense que c'était un devoir pour moi de régler un certain nombre de problèmes définitivement avant l'arrivée du prochain président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui aura à s'occuper de problèmes extrêmement importants. Je ne veux pas qu'une fois investi, il ait à perdre du temps sur des questions que je plairais pour ma part désormais qui sont des faux problèmes. Son agenda sera extrêmement fourni et les problèmes qu'il aura à résoudre sont des problèmes d'une autre nature. Et moi, je serai reconnaissant aux journalistes, à la presse, à la communauté internationale, à tous ceux qui nous observent, de comprendre cela et de ne pas toujours chercher à retourner le couteau dans la plaie. Ça ne fait aucun bien au Mali, aucun bien au peuple malien. Tournons cette page et allons résolument de l'avant. Maintenant, mon avenir politique, personnel, bon, ça c'est Dieu qui le sait. Ce que j'ai pu vous assurer, c'est que toute ma vie, je me suis battu pour la liberté et pour la dignité de l'homme et pour le mieux-être des peuples africains, pour l'intégration et l'unité africaine. Je demeurerai un militant pour ces causes-là et je demeurerai engagé pour ces causes-là, quel que soit le cadre dans lequel je me trouverai et quelle que soit la situation dans laquelle je me trouverai. Voilà à l'instant le président Dioncouna Traoré qui évoquait son avenir politique et les promotions intervenues au sein de l'armée nationale. Notre pays vient d'augmenter sa production de lait avec 1000 litres de plus par jour et cela grâce à la nouvelle laiterie inaugurée hier par le ministre de l'Élevage et de la Pêche à Kita. L'usine est financée par l'État malien en partenariat avec la BAD pour plus de 63 millions de francs CFA. Juste après l'inauguration de l'infrastructure, le ministre Diané Mariam Kone a livré ses impressions au micro de nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Amadou Diawara. C'est un travail qui a commencé et ça c'est le troisième volet. Les techniciens vous ont dit et ils ont eu depuis 2012. Il y a eu des constructions
la formation, l'équipement, donc tous les aspects, en tout cas du sous-secteur de l'élevage, sont pris en compte dans ce projet, qui est un financement de la Banque africaine de développement. Maintenant, nous comptons sur les bénéficiaires pour qu'eux aussi ils puissent faire, en tout cas, les missions qu'on leur a demandées pour le bonheur, en tout cas, de notre sous-secteur élevage. Parce qu'ils méritent ça. Ce sous-secteur élevage mérite cet accompagnement pour que nous puissions mieux booster l'économie du Mali. Alors, le Mali injecte près de 18 milliards de francs CFA dans l'importation du lait. Qu'est-ce que cette laiterie va changer concrètement? Notre vœu, c'est que le Mali ne met même plus 1 milliard du lait importé. Notre ambition est que nous-mêmes, nous puissions produire notre lait, le consommer et même, pourquoi pas, envoyer à la sous-région. Même si on ne peut pas amener dans les pays développés. Et nous sommes engagés et véritablement dans ce processus. Et je sais qu'on va réussir. En santé, les autorités maliennes souhaitent accentuer la lutte contre la rougeole et le cancer du col de l'utérus. Les acteurs de la santé étaient réunis à Sikasso pour échanger sur les stratégies à mettre en place pour une meilleure prise en charge des malades. Les attentes de cette rencontre avec Sékou Konaté. En initiant la présente rencontre, le ministère de la Santé veut se doter d'une démarche méthodique et efficace pour lutter contre le cancer du col de l'utérus et éliminer la rougeole d'ici 2020. La rougeole est une maladie meurtrière chez les enfants de 0 à 5 ans. Compte tenu de l'évolution de la science, il serait inadmissible que les enfants meurent actuellement de rougeole. Le deuxième axe, c'est le cancer du col de l'utérus. Comment nous allons introduire un vaccin qui va lutter contre le virus qui est responsable à 70% de ce cancer. Pendant 6 jours, retranchés dans la capitale du Kénédougou, les représentants des départements ministériels, les partenaires techniques et financiers de notre pays vont minutieusement analyser les 2 documents de stratégie de lutte, apporter le correctif nécessaire afin de rendre leur mise en œuvre conforme aux directives de la sous-région africaine. L'engagement de l'OMS et des partenaires se concrétise par le fait que les documents qui vont être produits ici seront partagés avec les pairs entre le 26 et le 30 à Ouagadougou. Une initiative que les autorités régionales saluent car elle s'inscrit dans la droite ligne de la politique de santé de notre pays. Je vous invite à faire une analyse critique de tous les documents qui vous seront soumis afin que notre pays dispose des documents de qualité dont la mise en œuvre contribuera à l'amélioration de la santé de nos populations. Un engagement qui permettra à coup sûr de soulager les populations qui continuent de payer un lourd tribut au cancer du col de l'utérus pour les femmes en âge de procréer et les enfants de 0 à 5 ans à la rougeole. Actualité internationale en Côte d'Ivoire, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a rencontré les secrétaires généraux du parti à Yamoussoukro, une rencontre qui s'est tenue sous vive tension et qui avait pour objet principal la désignation du président du parti au mois d'octobre prochain. Accueil vendredi à Yamoussoukro dans la plus pure tradition baoulée de l'immuable président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour l'avant-conclave du parti le 17 août. À 79 ans, l'ancien chef de l'État ne semble pas disposé à passer la main, même si le parti est en proie à une crise de génération. Les prétendants à la présidence du parti oseront-ils tuer le père? Rien n'est moins sûr. Partout où il va avoir la succession du feu Boigny, pour la mémoire du feu président Houphouët Boigny, nous serons toujours derrière la personne qui sera indiquée pour assurer la succession. L'enjeu est important et va au-delà d'une simple rencontre entre un président de parti et les secrétaires généraux des sections. Il s'agit de faire comprendre lors de ce congrès qu'au PDCI, il n'y a qu'un seul chef et que celui-ci sera clairement désigné au congrès en octobre pour la présidentielle de 2015. Mais il y a de la contestation dans l'air. Depuis 2003, nous n'avons pas encore rencontré notre président. Quand un militant n'est pas d'accord, il fait un préalable. Une contestation au sein du parti qui n'est pas du goût de tout le monde, il faut écarter les personnes dont les idées dérangent. Une seule tête doit sortir du lot et les délégués du conclave ont exhorté Henri Konan Bédié à prodiguer plus de conseils à son jeune frère Alassane Ouattara. Un message bien accueilli par la délégation du RDR.
Ce que nous retenons fortement de cette cérémonie, c'est la force du rassemblement et le message très fort des anciens, des chefs, quant à la nécessaire union et surtout à l'unité parfaite qui doit toujours présider les rapports du président Bédié et de son jeune frère, le président de la République, Alassane Ouattara. Durant ces 2 jours, l'ombre omniprésente de Félix Houphouët-Boigny a plané sur les participants du conclave du PDCI-RDA à Yamoussoukro. En Égypte, les frères musulmans appellent à de nouvelles manifestations ce dimanche, au moment même où le gouvernement envisage la dissolution de la confrérie, malgré la violente manifestation de vendredi dernier qui a poussé de nombreux pro-Morsi à trouver refuge dans la mosquée Al-Fatah. Et au moment où le pays n'en finit plus de compter ses morts, les appels à manifester ne faiblissent pas. La mosquée Al-Fatah dans le centre du Caire. Les abords sont sous contrôle de l'armée. Un cordon de sécurité est installé à l'entrée, mais à l'intérieur, des centaines de partisans islamistes sont retranchés. C'est ici que se sont rassemblés depuis la manifestation géante de vendredi les pro-Morsi. À la mi-journée, après avoir négocié la sortie de certains manifestants, en particulier des femmes, la situation semblait légèrement se détendre. Mais beaucoup refusent de sortir de crainte d'être arrêtés, mais aussi par crainte de représailles des anti-Morsi, armés de bâtons et voulant en découdre. Ils ont arrêté quelqu'un à l'intérieur de la mosquée Al-Fatah. La sécurité essaie de le protéger de la foule en colère. Le dialogue a rapidement tourné court. L'assaut est donné à l'intérieur de la mosquée. Des images amateurs montrent des tirs de gaz lacrymogène. La confusion semble totale. Dehors, des échanges de coups de feu en direction du minaret, apparemment utilisé comme poste de tir. Symbole d'un pays déchiré en deux, au moins 173 personnes sont mortes dans toute l'Égypte en une journée. Le Premier ministre, par intérim, a proposé la dissolution des frères musulmans pour trouble à l'ordre public. Mais malgré les interdictions, les partisans de Mohamed Morsi maintiennent leurs appels à manifester pour toute la semaine à venir. L'Égypte connaît depuis ces dernières semaines ses jours les plus sanglants depuis la chute d'Hosni Moubarak il y a 2 ans. Revenons à l'actualité nationale. Tikendia Fakoly projette d'organiser un concert pour célébrer la réussite de l'élection présidentielle 2013 au Mali. L'artiste l'a annoncé hier au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Cheikh Oumar Sangari. La réussite de l'organisation du scrutin présidentiel en si peu de temps et dans une situation de crise, mais aussi et surtout le fair play politique entre le vaincu et le vainqueur de l'élection sont autant d'actes qui ont séduit Tikendia Fakoly. Pour l'artiste, le camp malien doit inspirer les politiques africains qui peinent à tenir des élections apaisées. Le Mali, aujourd'hui, a démontré que la démocratie est possible en Afrique. Pendant la campagne, j'allais dans les familles et je voyais que le père était prêt à voter pour Ibeka, mais la femme prête à voter pour Soumaïla Cissé, les enfants étaient prêts à voter pour tel ou tel candidat. Donc il y avait cette ambiance dans la famille, ça rigolait même. Ah, moi je veux voter telle personne parce que... Donc le Mali vient de donner un exemple. Pour cette conférence de presse, Tikendia était entouré du représentant de la jeunesse de l'URD de Soumaïla Cissé, celui de la coalition de la jeunesse Le Mali d'abord d'Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres jeunes africains amis du Mali. Ensemble, ils prévoient d'organiser un méga concert pour la paix dans la foulée de l'investiture du nouveau président. On souhaite, si on a les moyens, que ce soit du jamais vu au Mali. Et ça doit être du jamais vu au Mali parce que l'action que le Mali a posée aujourd'hui est du jamais vu en Afrique. Il faut encourager, il faut que les jeunes des autres pays se disent « Ah, mais pourquoi nous on se tape dessus ?» Alors que la dernière fois, les Maliens ont voté, il n'y a même pas eu de blessés, il n'y a même pas eu de problème. Donc il faut que notre message aille loin. Pour les organisateurs, ce concert qui vise à célébrer l'exemplarité de la démocratie malienne sera à la dimension de l'événement. Ils attendent la date de l'investiture du nouveau président pour fixer celle du concert. De la culture, nous passons au sport. Basketball Coupe du Mali. Les finales ont été remportées hier soir par le stade malien chez les messieurs et le Djoliba AC chez les dames. C'était au stade du 26 mars, en présence du président de la République par intérim, venu encourager les finalistes. À la fin des 2 matchs, Djankouna Traoré a livré ses impressions. Écoutons-le.
c'est terminé. Terminé. Les Djoliba Athletic Club qui remportent le trophée. J'ai assisté à 2 matchs extrêmement agréables à voir. D'abord le match des dames, des filles, a été un très beau match, disputé de bout en bout. Vous avez vu comme moi que la première mi-temps a été celle du stade et que le troisième quart-temps a été celui de Djoliba. Et que donc le Djoliba n'a eu qu'à dérouler le 4e quart-temps. Et donc un très beau match. Dans le Djoliba, de très bonnes joueuses également, qui ont su mouiller le maillot et gagner ce match. Le match des garçons, beaucoup plus athlétique. Et vraiment un beau match qui a suivi à peu près le même scénario. Première mi-temps pour l'une des équipes, notamment l'AS Police. Et le troisième quart-temps a permis au stade de revenir et donc de terminer en apothéose le 4e quart-temps. De très beaux matchs qui augurent bien de l'avenir du basket malien. Je ne suis pas étonné aujourd'hui, après avoir vu ces matchs, de voir que nos dames ont gagné, même sur le plan continental. Et je suis certain que nos garçons également, feront de bonnes prestations. Justement, un petit mot à leur endroit, puisqu'ils vont défendre les couleurs du Mali dans quelques semaines à l'Afro-Basket. Ils ont tous mes encouragements et ils peuvent être certains qu'ils ont les bénédictions de l'ensemble du peuple malien. Nous comptons sur eux et nous sommes sûrs qu'ils sauront honorer le drapeau malien. Le président Djankouna Traoré était au micro de Kodji Sibi. Je rappelle que le Stade malien a remporté la finale chez les messieurs et le Djoliba AC chez les dames. Football à présent, Coupe de la Confédération phase de poule. Le Stade malien de Bamako n'a pas obtenu la victoire tant attendue pour une éventuelle qualification. Hier, les Blancs de Bamako ont fait match nul 0 partout face aux Tunisiens de l'Étoile du Sahel de Sousse. Ainsi, au terme de cette phase allée, le Stade malien n'affiche qu'un seul point au compteur. Le résumé de la rencontre avec Siragato Sissi. Gagner à tout prix cette 3e journée, c'est l'équation à résoudre pour le Stade malien de Bamako, dernier de la poule à 0 points. Face à l'Étoile sportive du Sahel de Sousse de Tunisie, 2e ex-aequo, 3 points. En difficulté, le Stade s'est tout de suite porté vers l'avant. Mais les offensives sont gâchées soit par précipitation ou maladresse. Le Stade malien de Bamako est en panne. Mi-temps 0-0. À la reprise, l'entraîneur des Blancs, Pascal Janet, fait entrer coup sur coup 2 piliers, Mori Makan Koita et Abdoulaye Sissoko, pour apporter du tonus dans le jeu. Les nombreux mouvements enclenchés à droite comme à gauche ne donnent rien. À chaque fois, le public gronde. Le match aurait pu basculer en faveur du Stade malien si l'arbitre kenyan avait sifflé une faute de main du défenseur tunisien dans la surface de réparation, à la 73e minute. Peine perdue. Score final 0-0. On avait besoin d'une victoire, on ne l'a pas obtenue, mais je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. J'avais décidé de partir sur une option en 4-5-1, 4-3-3 avec le ballon. Et ça nous a permis d'être bien dans le match. Après, j'ai des joueurs un peu plus offensifs qui ont apporté un plus, je crois, mais on n'a pas réussi à mettre ce but qui nous aurait bien rendu service pour avoir plus de chance. Là, il nous reste une chance infime, mais voilà, je ne peux pas reprocher grand-chose à mes joueurs. On a été largement dominé par l'équipe du Stade malien. On a bien résisté, mais on était aujourd'hui trop en dessous de notre niveau. Il y avait trop de joueurs qui étaient en dessous de leur niveau pour pouvoir prétendre à autre chose qu'un nul. Mais bon, c'est un bon point qu'on prend, qui sera important pour la suite de la partie. Mais ça a été un match difficile. C'est vrai que c'est des conditions difficiles pour nous. On n'est pas trop habitué à jouer avec cette chaleur, cette humidité, sur un terrain détrempé. Mais on a fait ce qu'on a pu. Un point pris sur 9 possibles, la moisson du Stade malien de Bamako est infructueuse dans cette phase allée de la Coupe de la Confédération. Le prochain rendez-vous des Blancs, c'est dans 2 semaines à Sousse contre cette même équipe de l'Étoile. Voilà, c'est tout pour cette édition.